Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle séance de lecture, toujours pour le Vulgari jeudi. Nous sommes en train de lire En toute puissance. On se retrouve exactement là où on s'était arrêté lors de la dernière VOD. Donc tu as toujours le chat Twitch qui peut te dire bonjour. Voilà, Twitch, vous pouvez dire bonjour à YouTube. YouTube, tu peux toujours pas te dire bonjour à Twitch. Non, ça, par contre, c'est pas possible. Enfin, tu peux le faire dans les commentaires, mais Twitch ne le verra pas, donc en fait, c'est... Mais tu peux le faire si tu veux quand même, hein, n'hésite pas. Comme d'habitude, si vous avez le moindre retour à faire, si vous avez, je sais pas moi, un échange particulier qui vous vient en tête, si vous avez un exemple à partager qui est raccord à la thématique, ou qui la thématique vous a fait penser à ça, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou dans les commentaires. Si vous avez une question particulière sur un élément que vous n'avez pas compris ou quoi, pareil, n'hésitez pas à revenir dessus. Et puis voilà, on va se relancer, on repart en lecture. Cette orientation, via les principes, peut prendre d'autres formes. Par exemple, par l'initiation et l'organisation d'aide. Suzanne, une sauveteuse française, s'emploiera dès la première heure, et ce jusqu'à la fin, à trouver des moyens de sauver le maximum d'enfants, en cherchant des endroits sécurisés. Sa seule raison d'aider, selon elle, est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes sont égaux et naissent libres et égaux en droit. En conséquence, je suis contre tous les systèmes dictatoriaux. Immédiatement, elle a reconnu en conséquence le régime de Pétain comme dictatorial. Bah en même temps, hein. En même temps, voilà quoi. Au-delà de ses orientations empathiques, de principe ou normocentriques, l'une des caractéristiques des sauveteurs qui les distinguait des spectateurs et des non-sauveteurs est l'extensivité dans leurs valeurs d'aide et leurs responsabilités. Ils étendent leurs principes à tous, contrairement aux spectateurs qui, eux, peuvent avoir également des valeurs d'aide ou de responsabilité sociale, mais cantonnées à leur groupe social, voire juste leur famille. Ici, n'importe qui en difficulté active chez ces sauveteurs l'application de leurs principes. L'autre grande caractéristique qui les distingue surtout des spectateurs est leur sens de la responsabilité sociale. Les sauveteurs ont des scores plus hauts au questionnaire mesurant cette caractéristique. Ils sentent qu'ils ont une responsabilité lorsqu'advient un événement, et en imaginant ce qu'ils peuvent faire, en sentant ce qui pourrait aider à changer la situation, la rendre plus humaine. T'es en train d'essayer de bouffer les croquettes de Stockholm là? Non, non, non. Non, non, non. On ne mange pas des croquettes de Stockholm. Non mais... Elle essaye de piquer les croquettes de l'autre. Non. Ça suffit. Les spectateurs, eux, peuvent se désoler d'un événement, exprimer de l'impuissance ou de la peur, et en rester à leur quotidien. Un non-sauveteur allemand. Mes parents étaient aimants et gentils. J'ai appris d'eux à être utiles et prévenants. Une famille juive vivait dans notre immeuble, mais je l'ai à peine remarqué quand ils sont partis. Plus tard, quand je travaillais comme médecin à l'hôpital, un homme juif a été amené aux urgences par sa femme. Je savais qu'il mourrait s'il n'était pas soigné immédiatement, mais nous n'avons pas été autorisés à traiter les juifs. Ils ne pouvaient être traités qu'à l'hôpital juif. Je ne pouvais rien faire. Comment tu te fais baffer? Ouais, elle est... Bah, en fait, elle est pas contente. Elle voulait bouffer les croquettes de Stockholm, voyez-vous. De magnifiques croquettes, voilà, comme ça. Sauf qu'en fait, ça, c'est des croquettes spéciales pour les problèmes de reins, parce que Stockholm a des problèmes de reins. Et donc, du coup, c'est absolument pas fait pour elle. Mais du coup, comme elle peut pas les manger, elle est pas contente. Et quand elle est pas contente, eh ben, elle s'agite. Elle agite sa queue notamment, et elle met des gros coups de queue, elle remue du cul en mode « je suis pas content ». Parfois même, elle vous râle dessus. Voilà, elle vous grogne dessus en mode « allez, laisse-moi manger les croquettes !» C'est brindille, c'est brindille. Elle a du caractère, hein, elle a du caractère. Ce qui m'étonne toujours d'ailleurs, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Brindille, en fait, c'est un chat qu'on a recueilli quand elle avait 2 mois après une opération, parce qu'en fait, par une association, parce qu'elle elle a été battue, en fait, on lui a brisé les 2 pattes avant, notamment. Donc, du coup, c'est une association qui l'a récupérée, et nous, on a été sa famille d'accueil avant de l'adopter, là, enfin, il y a quelques mois maintenant. Et le truc, c'est que du coup, on pourrait s'attendre à ce que, vu que c'est un chat battu, et battue dès qu'elle est née ou presque, du coup, potentiellement, elle aurait pu être craintive, elle aurait pu être timide, elle aurait pu être enfermée sur elle-même ou quoi. Et en fait, pas du tout. Hein. En fait, tout sauf ça. Brindille, c'est une princesse, elle vient sur toi, elle te dit « tu m'aimes ». Je regarde, je ronronne et je suis trop belle. Tu m'aimes, humain. Voilà. Et elle fait ça sur tout le monde. Hein. Quelqu'un rentre dans l'appartement, vous êtes son fauteuil. Vous êtes son fauteuil et vous êtes là pour lui faire des gratouilles et prêter de l'attention.
Si vous le faites pas, elle vous chie dessus, elle est pas contente. Elle vous râle dessus, elle vous feule. Enfin, vraiment, elle est tout sauf renfermée sur elle-même, quoi. Et elle a un sacré caractère, quoi. Quand elle veut un truc, elle veut un truc, hein, et elle l'aura. Et elle l'aura. Ça m'étonne toujours, ça m'étonne toujours. Parce que pour le coup, Monsieur Chat, qui est d'ailleurs là-bas allongé sur mon linge, ça me rend triste, mon linge qui sort du sèche-linge et que j'ai pas encore rangé dans l'armoire. Ça me rend un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Donc Monsieur Chat, lui aussi, c'est un chat battu que j'ai recueilli. Alors lui, par contre, je l'ai recueilli, il était plus âgé. Il avait un peu plus d'1 an quand je l'ai recueilli. Lui, par contre, j'ai passé 6 mois à le rassurer, à le réconforter, à lui montrer qu'il était en sécurité dans une famille qui allait bien s'occuper de lui et qui allait pas le frapper. Et au début, il avait un comportement qui était beaucoup plus renfermé. Il était extrêmement craintif, toujours planqué dans un coin, toujours en train d'essayer de se dissimuler. Enfin, vraiment, il avait un comportement extrêmement renfermé sur lui-même. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, c'est un gros patapouf qui roule et qui est clairement pas du tout stressé par son environnement. Mais au début, il était beaucoup plus craintif. Il était beaucoup plus craintif. C'est pour ça que ça m'étonne toujours de voir que Brindille, elle en a rien à péter. Elle est tout sauf craintive. Brindille, elle fait sa vie, quoi. On est dans son appartement. Voilà. Nous avons appris qu'en fait, on n'est pas dans notre appartement, on est dans le sien. Voilà, finalement, c'est un chat. C'est un chat. Bref, je reprends ma lecture. Parfois, la situation de la guerre leur semble comme éloignée et les perturbe peu dans leur quotidien. Spectateur allemand. Avant la guerre, je travaillais dans une auberge. J'aidais à la gestion du ménage et de la boucherie. J'ai continué dans ce travail pendant la guerre. La boucherie était pleine, alors je devais aider. Il y avait beaucoup de travail à faire. Je travaillais de 6h à midi, de 6h du matin à 10h du soir. J'étais heureux quand le travail était terminé. Je n'étais pas concerné par d'autres affaires. Il y avait un travail continu. Mes amis et mes frères ont été recrutés. Mon frère a été libéré pour cause de maladie. Je n'avais pas de parents au front. Les sauveteurs, au contraire, n'assistent pas seulement à quelque chose de triste, ils se sentent concernés par la situation. Ils s'imaginent déjà potentiellement acteurs via la souffrance d'autrui ou les injustices perçues et se responsabilisent à faire quelque chose, pensant à ce qui est possible de faire en termes souvent très concrets. Certains rapportent que, même des années après la guerre, dès qu'ils visitent un nouveau lieu, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir les possibilités de cachette de celui-ci. Les sauveteurs se distinguent aussi par leur absence de discrimination envers les juifs, mais aussi d'autres groupes dont ils ne font pas partie. Ils n'attribuent aucune caractéristique négative, voire diabolique, aux juifs, contrairement aux spectateurs qui émettent des préjugés ou supposent parfois dans leurs témoignages que les juifs seraient en faute, justifiant ainsi leur persécution. Les sauveteurs considéraient les juifs comme des personnes, sans pour autant nier les différences religieuses ni les discriminer excessivement positivement. Ils les voyaient avant tout comme des humains, comme eux. C'est pourquoi leur empathie ou leur principe les mène à l'action, à la responsabilité. Voir l'autre comme un étranger, totalement différent, empêche de considérer ses besoins, la situation, ou de faire des efforts pour remédier à celle-ci. Et là, vous voyez, vous retombez un petit peu sur ce qui m'avait trigger au tout début. Justement, on avait un témoignage d'un observateur, alors attendez, c'est un non-sauveteur ou un observateur, je sais plus, enfin bref, quelqu'un qui n'avait pas aidé à sauver, quoi, en tout cas, et qui disait, au début, quand j'ai vu les étoiles de David, je me suis dit que les juifs avaient dû commettre un crime. Et moi, ça me trigger tellement fort, quoi. T'es en mode, comment ça peut être ta première idée? Comment le premier truc qui te vient en tête, si tu vois quelqu'un à qui on a mis un signe distinctif comme ça, c'est il est responsable d'un truc, lui. Faut peut-être se poser la question. Enfin, je sais pas, faut. Bref, avant de faire une telle assertion, demande-toi comment, pourquoi, et pas te dire il est responsable. Enfin bref. Pourquoi y a-t-il chez les sauveteurs une responsabilité sociale et un altruisme extensif? La personnalité altruiste, étudiée par les Holiner, est donc une série de dispositions à avoir et à appliquer. Il s'agit d'une éthique d'aide et de responsabilité sociale extensive, motivée par différentes orientations, empathiques, normocentriques, axiologiques, qui peuvent se cumuler, avoir divers degrés, se transformer avec les événements. Par exemple, une motivation normocentrique qui deviendrait plus empathique. Les Holiner ont découvert que cette personnalité altruiste se forme grâce à un type d'éducation non autoritaire. Les principes familiaux sont transmis via de l'affection et de l'amour dans la relation, ainsi sont concrets et congruents. C'est-à-dire que les parents parlent non seulement de l'importance de l'aide à leurs enfants, mais aident effectivement autrui.
Ce n'est pas un discours superficiel, dogmatique. Il s'inscrit dans des actes que l'enfant peut voir, peut imiter. Les enfants ont également été immergés dans un bain d'amour, de liens forts, de proximité sociale. Louisia raconte par exemple l'unisson de sa famille, cimentée par un très fort lien d'amour. C'était le mariage de ses parents, le plus heureux que j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu des gens si amoureux jusqu'aux derniers instants de leur vie. Elle considère sa mère comme la personne la plus influente de sa vie, comme son amie. Ma mère m'a principalement influencé par son amour. Elle était chaleureuse, et nous l'admirions pour son esprit, sa sagesse, son intelligence. Elle était notre amie, on pouvait se confier à elle. Son père, une personne très religieuse, n'était pas pour autant dogmatique concernant le style de vie des autres. Enfant, je ne m'entendais pas avec lui, car il était très strict. Il était une personne très dévotement religieuse, qui nous a grandement influencés avec sa religion, sans que nous le sachions. Il n'était pas hypocrite. Il était extrêmement strict pour lui-même, extrêmement libéral envers d'autres personnes. Les deux parents lui ont transmis une éthique d'aide et de responsabilité sociale que Louisia a ensuite adoptée pour elle-même. Ils m'ont appris la discipline, la tolérance et à être au service des autres quand ils avaient besoin de quelque chose. C'était un sentiment général. Si quelqu'un était malade ou dans le besoin, mes parents l'aidaient toujours. On nous a appris à aider de toutes les manières possibles. Considérer autrui et la tolérance étaient très importants pour dans notre famille. Ma mère et mon père ont tous deux souligné ces sentiments. Mon père ne juge pas les personnes qui vivent différemment ou se sentent différentes de lui. C'est vachement bien, c'est vachement beau comme retour ça. Surtout de quelqu'un qui est annoncé comme étant très religieux au final. Mais c'est bien, c'est beau. Ça c'est souvent un truc d'ailleurs, je vais encore vous parler de trucs qui me trigger, comme d'hab. Souvent, on va dire, j'ai des gens proches de moi qui critiquent très fortement la religion. On va dire ça comme ça. Moi-même, je critique très fortement la religion. Je suis absolument pas religieux. Je n'ai pas de foi particulière, voire même. Je dirais pas que je dirais pas que je ne crois pas. Enfin, je ne dirais pas que je crois qu'il n'y a rien. Je dirais qu'il n'y a pas de preuve pour croire qu'il y a quelque chose ou pas. Vu qu'il n'y a pas de preuve, et que vu les éléments que j'ai autour de moi tendent à prouver que s'il y a quelque chose, il en a rien à foutre de nous, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais, de près ou de loin, croire en quelque chose. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, j'en sais rien, et je m'en bats les reins. Concrètement, c'est un peu ça mon point de vue personnel. Autour de moi, par contre, j'ai notamment une personne en particulier qui ne supporte pas la religion, qui déteste ça. Il y a même des choses qui m'ont fait un petit peu rigoler des fois quand il y avait quelqu'un dans notre entourage qu'on aimait bien, que cette personne aimait bien aussi du coup, et le jour où elle a appris qu'en fait cette personne avait des croyances religieuses, ça a cassé un truc. Pourtant, en soi, c'est la même personne que le jour d'avant, elle n'a pas changé. C'est toujours la même. C'est juste que, pour le coup, une partie de sa personnalité a été révélée qu'on n'avait pas forcément avant en connaissance, qui est que, elle a une foi. Voilà. Elle a une foi religieuse, en l'occurrence une foi chrétienne, plutôt. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne est fanatique. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est mis un peu de côté ou qui n'est pas forcément réfléchi. On a tendance un peu trop facilement à assimiler que si tu te déclares comme étant d'une foi, limite, tu es un fanatique religieux. Que, notamment, si tu crois fortement à quelque chose, c'est que tu es fanatisé derrière. Or, c'est deux choses. On peut être particulièrement dévot dans une religion sans être un fanatique dogmatique derrière. Ça n'a rien à voir. Pour le coup, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, et notamment dans les œuvres, par exemple, littéraires. Il m'arrivait un peu trop souvent, je trouve, que l'amalgame soit fait. Si vous êtes particulièrement dévot, assez régulièrement... T'es mignon, toi. J'ai Stockholm qui vient à côté de moi, pardon, ça m'a trigger. Ça m'a perturbé. Je suis content parce que là, ce matin, il n'était pas encore venu. Et là, il vient me faire un coucou. Enfin bon, il vient faire un coucou aux croquettes, mais bon, vous avez compris l'idée. Comme je disais, dans les romans notamment, dans les livres, ça m'arrive un peu trop régulièrement de tomber sur des personnages qui ont comme caractéristique, c'est des religieux fanatiques. S'il est très dévot, c'est un fanatique religieux. Et c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément cohérent du tout. Et ça, je trouve ça très dommage, parce que justement, vous avez des gens qui sont très religieux, qui ont vraiment une foi qui est très présente, qui est très prégnante. Pour autant, derrière, ils sont très tolérants envers les autres. Ils appliquent un certain code, on va dire, moral, religieux à leur propre vie, grand bien leur face, mais ils respectent totalement qu'il y ait des gens en face qui ne l'aient absolument pas et qui du coup ne respectent absolument pas ce code que eux s'imposent à eux-mêmes.
Et justement, c'est quand même plutôt bien de montrer des exemples comme ça. Je pense que ça ferait pas de mal d'en voir un peu plus parce que, on a un peu trop tendance, je trouve, à reléguer, les personnes religieuses à des extrémistes alors que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas et même au-delà de ça, vous avez des personnes qui ont une foi, ça veut pas dire pour autant qu'ils approuvent leur église ou, leur congrégation. Si vous prenez par exemple la foi chrétienne, bon, si vous prenez la foi chrétienne catholique, il y a beaucoup de choses à en dire, genre vraiment beaucoup de choses à en dire à tellement de niveaux que voilà. Mais pour autant, c'est pas parce que vous êtes, quelqu'un qui est chrétien catholique que vous approuvez ce qu'a dit l'Église, chrétienne catholique. C'est pas parce que vous vous sentez chrétien catholique que vous approuvez, par exemple les discriminations envers les LGBT ou autres, que ont un peu trop tendance à faire les églises catholiques. Il y a vraiment, une différence entre les 2 et c'est vrai que c'est souvent un peu mis de côté et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour le coup. Je trouve ça dommage. Après, pour moi, effectivement, dans tous les cas, la religion, c'est un peu foutage de gueule parce que dans tous les cas, enfin, je pars du principe que même s'il y a quelque chose, il s'en bat les reins de nous, hein, quand on voit l'état du monde dans lequel il est. Enfin, je vois pas de raison en fait logique de vouloir croire en quelque chose et de vouloir vénérer quelque chose de près ou de loin. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais encore une fois, c'est mon point de vue personnel. Et je respecte tout à fait les gens qui n'ont pas ce point de vue-là, quoi. Chacun trouve, comment dire, ce qu'il veut à sa porte, quoi. Bref, j'en étais où? Il en va de même pour d'autres sauveteuses à motivation axiologique. Suzanne. Elle a vécu dans une famille très unie, où les parents ont tous deux souligné qu'il fallait, avant tout, être une personne responsable. Son père a particulièrement insisté sur la nécessité de prendre soin de son prochain et sur le devoir de servir d'exemple aux autres. Elle attribue à son frère de lui avoir appris à pratiquer et à mener une bonne vie. Son frère a d'ailleurs été également décoré pour ses actes de résistance. Cet attachement familial, cimenté par l'amour, leur donne un sentiment de sécurité et de confiance envers autrui, y compris lorsque la situation devient difficile. L'altruisme et la responsabilité n'y sont pas que des codes à apprendre, mais se vivent dans leur enfance. Ils ne les apprennent pas comme des leçons scolaires, mais par l'expérience, le vécu, via des modèles qu'ils voient agir de façon cohérente avec leur éthique. Dans les statistiques, on voit également l'importance de cette proximité sociale précoce dans le développement de leur personnalité altruiste. Les sauveteurs étaient plus proches de leurs parents, ainsi que d'autres personnes insignifiantes extérieures à la famille, que les spectateurs. Il y a un attachement à autrui qui a pu se faire avec cohérence, et donc ils peuvent voir les autres, même les plus différents d'eux-mêmes, avec confiance, comme un alter ego, c'est-à-dire à la fois similaire et différent. Les sauveteurs ont donc eu des modèles de relations confiantes, aimantes, connectées aux autres par l'amour, par l'affection, la considération, la réciprocité, le respect. Ils ont pu apprendre comment nouer des relations, ce qu'était une belle relation, que ce soit avec des proches ou avec des inconnus très différents d'eux, comment aimer pour aimer, sans voir l'amour comme une relation marchande, conditionnelle, normative. Et ils ont gardé consciemment ce modèle. Ce n'est pas une influence inconsciente, ils ont à la fois bénéficié de cette influence et l'ont validée parce qu'ils ont senti la portée positive et les bons moments que cela générait. Ils l'ont adapté aux circonstances de la vie, même si cette connexion avec autrui était alors liée à un danger de mort et les mettait objectivement dans une insécurité quotidienne constante. Ils pouvaient le faire parce qu'ils avaient acquis une sécurité psychique forte, grâce à l'affection des proches, une affection et une responsabilité étendue au monde. Les chercheurs ont remarqué que la transmission de ces principes par les parents se faisait davantage par explication rationnelle, ce qui se voit notamment dans les modes de punition. Les spectateurs ont beaucoup été exposés à des punitions sans raison, gratuites. Par exemple, certains se faisaient frapper sans raison parce que le parent était ivre. Chez le sauveteur, les deux parents n'étaient pas impliqués dans les punitions violentes, alors que chez les non-sauveteurs et les spectateurs, les deux parents, ainsi que d'autres personnes, punissaient. Ah bah oui, hein, ça aussi, hein, on le connaît, hein, ce mécanisme-là. Le fait effectivement de punir, on n'apprend pas en fait par la punition, hein, c'est pas fonctionnel en fait. C'est quand même un truc qui est assez récurrent que c'est pas pour rien que vous avez énormément de retours qui vous disent que par exemple les fessées et compagnie, c'est une absurdité sans nom en fait. C'est juste de la violence. Ça ne va jamais permettre à l'enfant d'apprendre et d'intégrer les notions. Tout ce que vous devez faire, c'est le stresser, le rendre mal, lui faire du mal, en l'occurrence d'ailleurs, hein, concrètement. Enfin, il n'y a aucune raison valide. Il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va. Ça n'a pas de sens. C'est juste, c'est stupide. C'est stupide. Si vous voulez changer le comportement de quelqu'un, et y compris d'un enfant, il faut qu'il comprenne pourquoi. Et c'est pas en lui mettant un taquet
quelle que soit la forme du taquet que vous mettez, hein, que ce soit physique ou psychique, on va dire, c'est pas comme ça qu'il va comprendre en fait. Il faut qu'il comprenne les tenants et aboutissants. Il faut que vous puissiez lui donner les outils de compréhension. Si forcément ce qui va déclencher va faire un retour, on va dire, violent. Par exemple, si tu veux apprendre à ton enfant que traverser la route, il faut le faire quand il n'y a pas de voiture. Si vous le laissez faire, effectivement, il risque de traverser un moment où il n'y a pas une voiture et de se faire écraser et ça va être très, très grave. On est d'accord. Là, à ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, il faut intervenir. Mais en général, si vous laissez un enfant tester par lui-même, c'est comme ça qu'il va le plus apprendre. C'est notamment ce qu'on a vu avec le Quest to Learn, l'école de Quest to Learn, où justement, on laisse les enfants choisir ce qu'ils veulent étudier, parce que du coup, ils ont une motivation à apprendre, à aller chercher les informations, à aller plus loin même que ce que nous, on aurait transmis au final, en voulant leur donner une certaine connaissance sur la question, parce qu'ils sont motivés à ça. Donc ils vont aller plus loin, ils vont aller plus profondément, ils vont vraiment plus rechercher, parce que tout simplement la motivation vient d'eux. À partir du moment où vous allez sur de la punition, vous n'êtes même pas sur la motivation extrinsèque. Éventuellement, la seule chose que vous allez réussir à motiver, c'est le fait d'éviter de prendre des baffes. Est-ce que fondamentalement, ça va permettre d'apprendre quelque chose? L'esquive, voilà, peut-être. Éventuellement, ça va vous permettre d'apprendre l'esquive. Et encore. Et encore. Donc c'est vrai que je suis pas spécialement étonné de voir que les personnes qui sont plutôt des sauveteurs n'ont pas eu de punition violente, alors que par contre, les non-sauveteurs et les spectateurs, oui. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça apprend la punition? Ça apprend à pas bouger. Voilà, donc si tu bouges pas, il y a des chances que tu prennes pas de coups et encore même comme ça, généralement, ils prenaient des coups. Heu, mais du coup, forcément derrière ça motive, on va dire, enfin ça crée des conditions psychiques dans lesquelles les gens ne vont pas bouger et donc dans les cas où il y a, ce genre d'horreur qui se passe avec les nazis, ces personnes-là, puisqu'elles ont appris de leur enfance à ne pas bouger, ils ne bougent pas. Ils ne vont pas essayer d'aider ou quoi, ils vont pas sortir du rang en fait. Parce que, ils ont appris que sinon ça va mettre des taquets, tout simplement. Et c'est du coup assez cohérent, hein. C'est assez cohérent de voir ce genre de profil qui se dégage, hein. Les All-Inners interprètent qu'une punition gratuite mène l'enfant à conclure implicitement que les puissants ont le droit d'exercer leur volonté de manière arbitraire. Cet apprentissage favorise le comportement de résignation et d'accommodation lors d'une domination injuste. De plus, c'est là aussi une leçon de déresponsabilisation. Il est alors considéré normal que des personnes souffrent de façon injuste au gré de la volonté de quelques-uns, sans qu'on puisse en comprendre les mystérieux motifs de ces dominants. Cela favorise aussi la recherche de domination sur autrui, en prenant le modèle du parent autoritaire, de supériorisation de l'endogroupe sur l'exogroupe, exogroupe dont les membres mériteraient leur châtiment. Cela rend plus craintif vis-à-vis d'autrui. Cela abaisse toute confiance à aller vers l'autre. Cela augmente un sentiment d'impuissance à l'égard des événements. Les relations sont envisagées selon un rapport dominant-dominé. Il y a une difficulté à envisager des relations humaines comme pouvant être réciproques, égalitaires, horizontales, mutuelles, étant donné que la personne n'a pas connu cela, ou a la crainte de la domination, ou désire elle-même dominer l'autre. Ah bah oui, tiens, c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux des câlins? Oh, tu veux des câlins? Viens là. Oh là là. J'ai la petite pépette qui met des petits coups en fait depuis tout à l'heure dans le pied et là du coup dans le bras. Je lui fais des câlins à la pépette. Par contre, tu t'allonges sur le câble. Tu t'allonges sur le câble. Merci. Ça va mon cœur? Bon. Tiens, ça me fait penser, hors sujet, vous avez une récompense dans le chat qui est activée. Vous avez une récompense de points de chaîne. Alors avec... c'est quoi? C'est où? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi est-ce que je la vois pas? Je l'avais activée, non? Non? J'ai oublié de l'activer. Oh, je suis un caca. Je suis un caca. J'ai peut-être oublié d'activer. Je l'ai créé, mais je l'ai pas activé. Attendez. Du coup, je vais l'activer quand même. Normalement, je vous ai mis une récompense de points. J'ai oublié d'activer. Oui, bon, ça va. J'ai oublié d'activer. Je suis une catastrophe. Du coup, pour 5000 points, 5000 points de chaîne, vous avez la récompense bonbon pour les chats. Elle peut être activée une seule fois par semaine. Voilà. Une seule fois par semaine parce qu'ils sont gros. Hein, donc on va essayer de ne pas abuser et de pas les rendre malades. Hein, ça serait bien. Mais vous pouvez activer donc cette récompense pour filer des croquettes bonbons aux chats. En fait, c'est des petits. Bah voilà, d'accord, direct. Allez. Ça c'est fait. Voilà. Donc en fait, c'est des bonbons comme ça là. Qui sont, enfin c'est des croquettes comme ça qui sont considérées comme des bonbons hein, pour eux. Elle est déjà en train de mettre sa tête quoi. On se calme.
Attendez, je vais vous mettre cet écran-là. Voilà, regarde. Non, non, pas la boîte. Là. Là. Oui, Stockholm, tu vas en avoir un. Oui, 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 Stockholm, tu vas en avoir une. C'est bon? Et d'une. Non, pépette. C'est là. Non, ça, c'est mon doigt, ça. Voilà. Non, pépette. Allez, monsieur chat, on se motive. Allez, monsieur chat, on se motive. Allez. Allez. Oh putain, il a la flemme de venir. En fait, il est en train de bouger, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il veut rester allongé, mais tout en ayant la croquette. Non, t'en auras pas plus. Ah. Là. Mais c'est pas... Il est sérieux, ce chat? Attendez, regardez, le foutage de gueule. Non, ça y est, il est venu. Voilà, j'avais mis la croquette sur le bord du bureau, et il me regardait genre... Allez, tu veux pas la mettre sur moi? Tu veux pas me la donner? Sans déconner. C'est bon, vous avez eu votre bonbon. Vous avez... Non, vous avez eu votre bonbon. Ça suffit. Ça suffit, vous en aurez pas plus. Vous en aurez pas plus. Non. Non, t'en auras pas plus. Mais oui, t'es belle, ma puce. Voilà, elle est belle. À boire, je vais boire, je vais boire. Hop. Bah oui, que tu es la plus belle. Allez, reviens t'allonger sur moi, s'il te plaît. Par contre, le câble, Jean-Michel, le câble. Voilà, merci. À boire, merci. Marstar qui serait tellement en train de monter sur moi et d'y aller avec sa patte jusqu'au bout pour choper les croquettes. Ah bah elle a essayé, hein. Elle essaye un petit peu, hein. Elle essaye un petit peu. La petite coquine. La petite coquine. Elle adore les croquettes. Elle boufferait, mais tout si elle pouvait. Elle me boufferait la main. Non, c'est pas les tiennes. Oh. Tu n'as pas le droit. Les tiennes, elles sont là en plus. Elles sont même pas loin, les tiennes. Elles sont vraiment... En fait, d'un côté du bureau, il y a des croquettes de Stockholm. De l'autre côté du bureau, il y a les siennes. Mais elle essaye toujours d'aller filouter pour aller bouffer celles de Stockholm parce qu'elle les préfère. Elle les trouve meilleures. Même si elles sont pas faites pour elle. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Bref, je reprends la lecture. J'en étais où? J'en étais là. Les Holliners rappellent qu'il ne faut pas pour autant simplifier ces problématiques à une détermination unique qui ne proviendrait que de l'enfance. Le soin à autrui peut se développer avec l'expérience d'amitié dans des groupes très différents du sien, via une forte indépendance, un sentiment de responsabilité vis-à-vis du monde, via le renforcement d'un sentiment de similitude avec toute l'humanité. Des rencontres amicales, amoureuses, professionnelles, provenant d'environnements sociaux très différents peuvent donner cette sécurité affective à la base de la personnalité altruiste. Et inversement, les Holliners rapportent que dans Embracing Others, qu'une personne peut perdre cette sécurité si elle a le malheur de vivre dans des environnements qui sapent son développement altruiste. A noter qu'ils ont également vérifié que cet altruisme était indépendant des circonstances, que ce n'était pas isolé à la situation de la Seconde Guerre mondiale, en observant leur activité actuelle d'aide à autrui, donc dans les années 80, hors guerre. Par exemple, les sauveteurs aident très souvent des malades ou des personnes âgées, à 27,1%, contre 4,7% des spectateurs, ou encore aident à régler des problèmes, ou enseignent à des enfants très souvent, pour 19,2% des sauveteurs, contre 3,2% des spectateurs. On voit que l'éthique d'aide se poursuit davantage que chez les spectateurs ou non-sauveteurs. Mais c'est l'extensivité le facteur le plus important. De cette étude et des réflexions sociologiques, psychologiques, biologiques, philosophiques qui ont suivi avec d'autres chercheurs, les Holliners en déduisent que nos environnements sociaux, pas que le concours familial, devraient permettre de développer l'extensivité, qui se décompose en deux concepts, l'attachement et l'inclusivité. L'attachement, pris seul, est assez répandu. Nous éprouvons généralement de l'attachement vis-à-vis de nos proches, de nos amis, de notre famille, de personnes similaires à nous, de par leur profession, leurs opinions, leur groupe. Mais s'il n'est pas modéré par l'inclusivité, qui est le fait d'être apte à inclure des personnes très différentes dans nos attachements, alors très rapidement des formes d'ethnocentrisme peuvent prendre le dessus. Notre éthique d'aide et de responsabilité peut se suspendre si l'autre est différent. Celui-ci peut être ainsi vu comme membre d'un exogroupe, en ennemi, sous prétexte de cette petite différence, qui d'ailleurs n'est pas forcément que d'ordre ethnique, mais peut concerner une opinion différente, un parti pris différent, un statut différent. L'attachement accolé à l'exclusion de groupes, un peu différent, donne donc les prémices de l'ethnocentrisme, ou du moins le détachement de son éthique vis-à-vis de ce groupe exclu. Par exemple,
dans la décision de soutenir uniquement son groupe et non l'autre, même s'ils affrontent la même adversité. Il peut y avoir aussi des postures détachées et inclusives. Le détachement est une propension à éviter d'avoir des relations engagées et responsables avec les personnes, à rester distant et séparé. Ce détachement n'implique pas nécessairement de l'ethnocentrisme ou une déshumanisation de l'autre, mais l'individu détaché ne va pas s'impliquer avec les autres, par exemple en refusant de participer à ces diverses obligations sociales, positives comme négatives. À l'extrême de cette posture, autrui est perçu comme sans valeur ni sens. L'individu détaché peut être néanmoins inclusif et se battre pour aider autrui, mais d'une façon n'impliquant aucune relation sociale. Cependant, étant donné l'absence d'attachement, il peut y avoir des dérives cruelles en termes empathiques, comme le rejet des proches au nom de la cause, par exemple. Quand on cumule le détachement et de l'exclusion, il s'agit d'une déconnexion assez totale avec le monde humain, car excluant toute relation et lien réel, réciproque et respectueux, il ne subsiste qu'une relation d'exploitation égoïste lorsqu'il y a un lien avec une personne. On verra par exemple, chapitre RS, que l'idéologie incel prône cette posture comme souhaitable. Oh, on va aller taper les incels. Oh, c'est bien ça. Mais il y a tellement de trucs bien. Il y a tellement de trucs bien dans ce livre. Je sais pas si t'es encore là, V6, mais je savais même pas que t'allais taper les incels derrière. Il y a plein de trucs bien en vrai. Enfin, non pas que j'en doutais en soi, hein, mais c'est vrai que c'est un livre qui est très varié en vrai. C'est impressionnant de voir à quel point c'est varié. On part de l'autodéterminisme, mais en fait, il y a tellement de trucs connexes, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vers un monde plus altruiste. 8 processus sociaux à favoriser dans l'organisation de nos environnements sociaux. Selon les Holiner, la caractéristique principale que nous avons à développer et à favoriser dans nos environnements sociaux pour voir émerger un monde plus altruiste est l'extensivité. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Tant dans sa caractéristique attachement qu'inclusivité. Les deux se modérant positivement. Ils exposent 8 processus sociaux qu'il faudrait favoriser dans l'organisation de nos environnements sociaux. Processus qui sont principalement dits non rationnels, selon les chercheurs, et s'influençant mutuellement. La rationalité est un processus parmi d'autres qui a son rôle à jouer, mais l'extensivité repose sur des mécanismes tout autres. 4 d'entre eux participent à des comportements de soins à autrui, créer des liens, empathie, normes de soins à autrui, participer à des comportements de soins. Et les 4 autres là participent à créer des liens inclusifs et à former des connexions globales, diversifier les liens et connexions, mise en réseau, stratégie de résolution de problèmes, connexion globale. Nous avons d'ores et déjà vu des environnements sociaux qui mettent en place ces processus. Il s'agit de tous ceux vus en quête constructive. Créer des liens. Se lier signifie créer des attaches émotionnelles durables avec des personnes et des lieux. Les personnes se sentent liées, affiliées, identifiées avec l'environnement de vie, social ou non. Si cet environnement se transforme, disparaît, il reste néanmoins vivant dans le monde intérieur des personnes. L'égocentrisme et les besoins excessifs, vouloir toujours plus, que ce soit de l'argent, des possessions, des statuts, etc., sont associés à un manque de ces liens durant l'enfance. Ces liens... il manque un S d'ailleurs, tiens. Pardon. La SDT, c'est comme un programme, tu peux rajouter, adapter des tas d'extensions et de DLC, et du coup ça a pu me permettre de donner des tas d'exemples issus de tas de sphères. Bah ouais, mais c'est impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant. Ces liens peuvent se faire hors du domaine familial, comme à l'école ou au travail. Les environnements à liens ont pour caractéristique d'être stimulants, d'offrir suffisamment de confort, d'opportunités de jeu, procurent un sentiment de sécurité, psychologique et physique. Ils favorisent l'autonomie, point essentiel pour le développement de l'altruisme. Ces environnements à liens favorisent le développement d'une identité connectée. Les personnes ont une identité autonome, personnelle, tout en étant connectées aux autres. Autrement dit, les personnes arrivent à rester elles-mêmes en collectivité, tout en ayant une bonne inclusion dans le groupe, ni soumises au groupe, ni détachées de celui-ci. Ah, ça a mis un petit... Apparemment, il n'autorise pas Incel. Bon alors, Moubot. Qu'est-ce que c'est que ça? Moubot qui autorise pas Incel. Il a fait non, c'est pas bien, c'est pas gentil. Ça va aller Moubot, ça va aller. Chut. Ça va aller, t'inquiète. Tu vas apprendre des choses avec nous. Moubot, toi aussi tu peux te déconstruire, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On peut faire ça avec tout. Mais oui, ben moi de toute façon, en vrai, l'écho que ça me fait, c'est que je me souviens que pendant ma formation initiale,
particulièrement à partir de la 3e année de licence, j'avais un certain Robert Vincent Joule, un prof que du coup tu ne connais pas, qui nous taclait mais violemment pendant les cours de psychosocial, parce qu'il nous disait tout le temps, en fait vous me saoulez dans vos partiels, parce que vous ne gardez que ce qu'on a vu dans le cours de psychologie sociale. Vous faites pas de lien. Vous faites pas de lien avec ce que vous avez vu ailleurs dans la vie. Vous faites pas de lien avec ce que vous avez vu dans d'autres matières de psychologie. Vous faites pas de lien, par exemple, avec tel fonctionnement qu'on a vu en psychologie sociale et tel fonctionnement que vous avez vu en neuropsychologie. Vous faites pas de lien avec ceci, cela. Et justement, lui, il pétait un cap dessus. Parce qu'il disait, mais en fait, à un moment donné, il faut bien vous rendre compte que la psychologie, on a fait des petites catégories séparées, parce que c'est plus pratique quand on est spécialisé, hein, mais tout a un lien les uns avec les autres, en fait. À aucun moment, vous pouvez aller faire votre petit truc dans votre petit coin sans être connecté au reste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ce qui est fait de toute manière, par exemple en psychologie cognitive, ne sert qu'à, à terme, par exemple, permettre des choses en psychologie clinique, permettre des choses en psychologie sociale. Tout sert à tout, systématiquement. Et du coup, si on fait pas de lien et que, donc lui c'était sa critique à l'époque, si on reste dans un truc très académique, j'ai vu ça dans le cours de psychosocial, donc je reste avec ça dans mon partiel de psychosocial, au final on passe à côté de la psychologie en fait. On part à côté de ce qu'on est censé développer comme compétence, et que c'est quand même un gros problème. J'aimais bien Monsieur Joule, sachez-le. Psychosocial, le morceau de Slipknot, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est quoi cette position, monsieur Chat? T'as l'air tellement posé, mon bébé. Mon bébé. Il a l'air tellement posé. Je vois les théories en psycho comme des calques avec un modèle. Et hop, tu poses ça n'importe où, sur n'importe quelle situation. Ça pose une analyse avec une perspective donnée intéressante. C'est ça, c'est ça. Mais complètement, complètement. Hop, j'en suis où? Là. Et tu alternes les calques, voire tu les superposes. Mais complètement, parce qu'en plus de ça, ça c'est un truc qui ressort énormément, notamment quand j'ai travaillé sur les thématiques de l'altruisme. Moi, quand j'ai travaillé sur les thématiques de l'altruisme, ça me faisait péter un câble de voir à chaque fois que la vision qui est dite hédoniste, notamment, en fait, elle met une seule explication à un comportement, ce qui n'a aucun sens. À un moment donné, tu te rends bien compte qu'il y a plusieurs calques, en fait, sur une décision. Si tu regardes le pourquoi d'une décision d'une personne, tu te rends toujours compte que, en fait, cette décision-là qui est exprimée, elle découle de telle motivation en partie, mais de telle autre motivation en partie, de tel élément dans le contexte, ainsi de suite. Et tu te rends compte qu'en fait, selon le calque que tu as, déjà tu peux voir 36 000 trucs, mais en plus de ça, c'est que tous les calques, en fait, ils se superposent. Ils sont tous coexistants, en fait. Et il faut les regarder, et il faut les voir coexistants. Sinon, tu passes au-delà de la compréhension du comportement, et tu tombes sur des aberrations, tu tombes sur des résultats qui n'ont pas de sens, et qui de toute manière, derrière, après, quand tu vas confronter avec les résultats que tu récupères du terrain, ne corroborent pas, en fait, ne correspondent pas, pour le coup, parce que tu es passé à côté de grande partie de la réponse. Tout simplement parce que tu n'as pas regardé et que tu as voulu garder un seul calque, alors que c'est stupide. C'est pour le coup, surtout en psychologie ou en sociologie aussi, c'est justement tout le sens. C'est d'aller regarder justement ces différents calques, de voir à quel point est-ce qu'ils réagissent et interagissent les uns avec les autres en fait. Si tu passes à côté de ça, mais tu passes à côté du truc en fait. Et du coup, bonne balade à toi, Roi Sylvain. Merci énormément pour le lurk. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Et puis des bisous, des bisous, des bisous. Je vais continuer le texte. Les environnements aliens ont pour caractéristique d'être stimulants, d'offrir suffisamment de confort, d'opportunités. Non, je l'ai lu ça. Oui, je l'ai lu, pardon. On était à l'empathie. L'empathie, avoir de l'empathie, signifie comprendre les pensées et les sentiments des autres, le ressentir avec eux. L'empathie est développée par l'expérience. Avoir l'expérience de clarifier ses propres valeurs, ses sentiments. Avoir l'occasion de prendre le point de vue d'autrui, via le jeu de rôle, en interprétant les sentiments, les pensées d'un autre. Bien évidemment, cette prise de perspective peut malheureusement permettre de servir des fins égoïstes. Les chercheurs rappellent que cela conduit plus souvent à davantage de prosocialité, y compris quand ce jeu de rôle a été amorcé par des fins égoïstes. Les personnes peuvent néanmoins changer et développer de vraies préoccupations empathiques au passage. Là, je pense... Dis, Vicis, t'étais pas en train de tacler un petit peu éventuellement tout ce qui est développement personnel, où justement il y a parfois des jeux de rôle qui sont à mettre en place, mais pour mieux se développer soi par rapport aux autres, pour mieux prendre l'ascendant sur les autres. C'est pas un tacle comme ça, par hasard.
Je sais pas si c'est ça, hein, mais moi ça me fait penser à ça, pour le coup. Pour les gens qui ont des fins égoïstes, je pense typiquement à ça. Parce que j'ai eu une formation une fois où c'est justement c'était une formatrice qui nous disait qu'il fallait mettre en place, justement dans le cadre d'une formation en développement personnel, c'était incroyable, qu'il fallait mettre en place des jeux de rôle en fait pour mieux comprendre les autres, pour mieux comprendre comment se placer par rapport aux autres pour prendre l'ascendant. Et toi, t'es là et tu fais ah, ah ouais, on en est là, ah, c'est intéressant. Intéressant, intéressant. Voilà, full toxique. Ah oui, oui, full toxique, bien, bien. Clairement bien, bien. Alors je sais pas si c'est ça, hein, encore une fois, je sais pas du tout si là c'était ça qui était ciblé, mais moi c'est l'écho personnel que j'en ai. Moi ça m'éveille la fin égoïste, je pense à ça. Mais c'est peut-être à cause de mon expérience, hein. C'est peut-être juste à cause de mon expérience pour le coup. C'est clairement possible que ce soit juste ça, hein. Mais j'avoue que c'est l'écho que ça me fait. Les normes de soins à autrui. Les normes de soins, une fois intégrées, sont en quelque sorte un système d'autosurveillance. Elles sont transmises implicitement, explicitement par les environnements sociaux, et sont vraiment intégrées lorsque les autorités de ces environnements sociaux obéissent à des modèles de bienveillance réels. Il peut s'agir par exemple de toutes les normes de politesse. Elles peuvent être transmises de façon véritablement sociale et altruiste. On explique à l'enfant que dire merci, c'est montrer sa gratitude à l'autre, donc partager du bonheur. Que dire bonjour, c'est reconnaître et apprécier la présence de l'autre, ou souhaiter le meilleur. Comme toute norme, elle perd totalement en valeur si son sens social profond n'est pas transmis, c'est-à-dire avec les vrais sentiments accolés. Qu'elle n'est qu'une injonction, un ordre auquel obéir, et que ceux qui veulent son application ne sont pas un modèle du respect de ces normes, font l'inverse, voire ont des attitudes paradoxales, dire bonjour avec haine, remercier quelqu'un avec un ton et des expressions moqueuses. On pourrait appliquer le système de transmission à des limites de la SDT pour optimiser ces normes prosociales. Si là vous pensez à des politiques, c'est normal. Typiquement, ces gens qui vous disent qu'il faut respecter quand même un minimum les traditions et les normes sociales, le respect d'autrui, tout ça, mais qui derrière font absolument l'inverse. La participation aux soins à autrui. Certains chercheurs pensent que l'intériorisation des normes d'altruistes produit des actes altruistes, mais d'autres recherches, notamment dans le champ de l'engagement psychologique, montrent le contraire. L'acte altruiste ferait développer la norme susdite. Quoi qu'il en soit, au-delà de la norme, la responsabilité quant au fait d'initier des actes est plus susceptible de se produire lorsque les individus sont encouragés à y réfléchir eux-mêmes et à agir avec autonomie. C'est par exemple ce qui se produit lorsque ce sont à la fois les parents, les élèves et les enseignants qui créent les règles. Lorsque ce sont les employés ou ouvriers qui définissent eux-mêmes les règles liées à la qualité du travail et tout ce qui concerne des initiatives à responsabilité sociale, pour l'écologie, pour des problématiques sociales. Cela crée des communautés bienveillantes, mais encore faut-il lier ces communautés à la société dans son ensemble, via d'autres attachements inclusifs, notamment par le processus de diversification. Les structures qui privilégient l'autonomie favorisent aussi l'altruisme par rebond. On l'a vu par exemple dans l'exemple de l'entreprise Favi, en construction BF. Alors là, ça me fait penser à la clinique de... C'est... à la clinique... Oh, j'ai plus le nom. Yves Clos. Merde, Yves Clos. C'est quoi déjà le nom de ta théorie? Enfin, de ta théorie, de ton outil. Yves Clos, clinique du travail ou un truc comme ça. Clinique du travail et clinique de l'activité, voilà, c'est ça. Là, ça me fait penser un peu à ça, dans le sens où, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Yves Clos, je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait de la lecture sur un texte d'Yves Clos, d'ailleurs, il y a un moment, hein, il y a bien un an, je pense. C'est donc un psychologue social spécialisé sur le monde du travail, plus particulièrement, et qui a développé ce qu'on appelle la clinique de l'activité, la clinique du travail, où notamment on va en fait étudier un comportement du travail qui est fait, hein. On va regarder un employé en train de faire son travail, on va notamment le filmer, et en fait on va avoir un retour sur ça, on va commenter cette observation-là par l'employé lui-même, c'est-à-dire que l'employé va se regarder, en fait va observer le comportement qu'il a au travail, et il va devoir expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ça à tel moment, et ainsi de suite. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on commence à croiser les regards, notamment avec les autres employés. Et ça permet de mettre en avant, du coup, éventuellement, des techniques, des outils, des comportements qui sont bons
dans le travail, qui peuvent être transmis, qui peuvent être formés à d'autres employés pour faciliter justement leur travail, pour rendre le travail plus, par exemple, plus ludique, plus agréable, moins dangereux, et ainsi de suite. Et donc toute cette, manière-là, alors là je résume très, très fortement, hein, je fais du gros là, je fais vraiment du gros œuvre, vraiment, vraiment beaucoup. Mais en gros tout ça c'est la clinique de l'activité et ça permet de vachement, comprendre et de notamment faire du coup sortir, les règles, du travail par les travailleurs eux-mêmes. Forcément moi vous le savez, je suis psychologue social du travail et des organisations, donc j'ai un prisme très centré sur le travail. Donc là quand on parle de participation aux soins à autrui, je fais le lien avec ça, ce qui est pas forcément du tout le lien qui a pu être fait par V6, pour le coup j'en sais rien. Mais moi c'est vrai que c'est assez naturellement le truc qui me parle, moi ça me fait évoquer ça. Mais encore une fois c'est parce que c'est mon prisme professionnel à la base. Mais c'est vrai que là je pense typiquement à ce genre de comportement. Je pense typiquement à ce genre de comportement. Diversification. La diversification consiste à faire en sorte que des personnes qui habituellement n'interagissent pas entre elles puissent le faire avec des relations signifiantes. Il s'agit de mélanger des populations, non pas juste en voisinage, mais de créer des opportunités pour qu'elles puissent vivre réellement ensemble. Pour que cela fonctionne, les personnes doivent à la fois se percevoir comme semblables, via la réduction de stéréotypes négatifs et l'augmentation d'interactions positives, et à la fois se concevoir de manière distincte les uns des autres. Les individus doivent apprendre à apprécier les autres dans leur spécificité, dans leur singularité. Cette diversification ne concerne pas que le mélange d'êtres humains, mais permet aussi d'apprendre et de vivre des expériences signifiantes, liantes avec le monde non humain, les animaux, les végétaux. Ces expériences doivent pas mettre l'accent sur la relation et non l'exploitation. Oh oui. Ça peut être appliqué au travail. Oui, oui, complètement. Je pense que ça peut être totalement appliqué au travail. C'est pour ça que j'en fais l'écho, parce que moi, typiquement, quand on parle de ça, c'est ce qui me vient directement. Et encore une fois, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'appliquer en plus. Hein. C'est tout l'autodéterminisme, l'autodétermination, ça peut être appliqué à tout ça. Justement, on peut l'appliquer aux environnements qui nous entourent, qu'ils soient un environnement de travail, un environnement familial, un environnement amical ou autre. C'est tout l'intérêt. C'est justement tout l'intérêt. Vous êtes en train de vous battre. Un petit peste. Choupeste. Voilà. Viens là. Viens là. Non, non, non. Je te sens en train de taper l'esquive là. Moi, je te sens en train de taper l'esquive. Je viens capturer la pépette parce qu'elle est en train d'emmerder Stockholm. Elle l'empêche de bouffer ses croquettes. Voilà. Le pauvre. En fait, ça fait 3 fois qu'il essaye de venir manger les croquettes et qu'elle vient lui mettre des coups de patte. C'est triste, hein. Donc, je vais retenir la pépette pour qu'il puisse manger un peu. Hein? Tu vas le laisser manger un peu, s'il te plaît. La mise en réseau, networking. Ah, les griffes! Aïe! D'accord, tu peux partir. C'est pas gentil, les griffes. T'es une peste, hein? T'es une peste. Ça fait mal, les griffes. Oui, ça fait mal. Ah, elle m'a défoncé la jambe. J'ai mal. Voilà. Aimer les chats, comme on dit. Hein. T'es pas très gentil, toi. Hein. Non mais... La dissidence du chat, ouais. Un peu. La mise en réseau networking. Il s'agit de coopérer avec d'autres dans la poursuite d'objectifs communs. La mise en réseau élargit les possibilités de coopération et créer des coalitions entre divers groupes. La poursuite d'un objectif commun est essentielle pour lier les personnes, augmenter l'empathie. Mais pour coopérer, il faut percevoir l'autre comme faisant partie de la solution plutôt que du problème. D'où l'importance de développer des stratégies communes de résolution de problèmes. Par exemple, comme on a vu à Quest to Learn, les élèves ont investigué sur les causes du harcèlement, puis ont monté une opération impliquant l'école entière. Le but était d'établir les pactes ci-dessus pour n'être jamais un spectateur passif face au harcèlement. Régulièrement, les élèves vont enseigner aux écoles maternelles à proximité, ou encore créer des opérations concernant la ville. Résolution de problèmes. La résolution de problèmes nécessite de se concentrer sur des objectifs communs, sur des résultats positifs communs, d'utiliser des compétences en matière de négociation, de résolution de conflits, de trouver des solutions rationnelles sur la base de preuves logiques et empiriques. L'altruisme nécessite de comparer, d'organiser l'information, de construire des concepts, de développer des capacités à raisonner applicables aux problèmes de société. Toujours à Quest to Learn, on a vu que les enseignants avaient développé le jeu Socratic Smackdown pour apprendre à débattre de façon constructive, avec une argumentation rationnelle et un respect mutuel des participants. Ils ont des méthodes d'investigation systémiques. Ces compétences et ces outils lient souvent à la fois intelligence cognitive, logique, raisonnement, etc. et intelligence sociale, prendre soin de l'autre, savoir gérer son ego,
voir l'interdépendance des facteurs et des causes, savoir s'abstenir de juger pour mieux comprendre, comprendre ses émotions, celles des autres, etc. Ces deux intelligences sont ici indissociables. Former des connexions globales. Il s'agit d'établir des liens globaux, à l'ici et maintenant, à la nature globale de la vie, d'être en mesure de saisir l'interdépendance de tous les éléments, et que ceux-ci forment un tout. Ainsi, les personnes comprennent que de petits comportements, qu'ils soient altruistes ou destructeurs, ont des effets en cascade. Cet altruisme demande un certain empuissantement, et aide l'individu lui-même, et pour ce faire, l'aide doit réussir à préserver la dignité et l'autonomie de l'aider. Cela ne doit pas se réduire à une forme de charité, consistant à se hisser au-dessus de l'autre, ni se réduire à une bonne action, consistant uniquement à soulager sa conscience. Encore une fois, l'exemple très concret de Quest to Learn développe d'excellents programmes sur la pensée systémique. L'altruisme est une responsabilité et une protestation active. Les processus sociaux favorisent l'altruisme, ne sont pas une tâche de développement personnel, un travail individuel, bien qu'on puisse évidemment se donner pour objectif de développer des liens plus profonds avec autrui par exemple. Mais cela est parfaitement improductif si par ailleurs on continue à suivre les règles d'un environnement social, professionnel, qui empêche d'avoir un échange bienveillant et honnête avec autrui, qu'il soit client, subordonné ou autre. Le seul moyen d'éviter l'incohérence ou le conflit mental face à cette trahison de sa valeur personnelle altruiste est de s'opposer à cette règle, de désobéir. C'est pour cela que d'autres chercheurs, dans Embracing the Others, rappellent que le comportement altruiste est indissociable d'une forme de protestation. On peut avoir un comportement altruiste qui ne nécessite pas de protestation, par exemple face à l'adversité, en sauvant une personne qui se noie par accident. Mais si c'est une autorité qui l'a lancé à l'eau, c'est forcément une remise en question de l'autorité, du système social qui autorise de noyer les gens. Aider devient donc un affront à ce système, affront qu'il faudra supporter, dans la résistance à la menace, dans la volonté d'aller au-delà des dangers, et de poursuivre à plus hautes envergures ensuite. Alors là, typiquement, moi, ça me fait un énorme écho à tout ce qui est... comment est-ce qu'il s'appelle Vous avez un cultivateur, enfin, un agriculteur qui a aidé des migrants, et qui justement a pris très très cher dans les dents par le gouvernement français, plusieurs procès d'ailleurs je crois même, parce que justement Cédric Héroux peut-être, quelque chose comme ça, je sais plus, donc un agriculteur français qui parce qu'il a aidé des migrants en fait se fait attaquer par le système, en fait, se fait attaquer par l'État, se fait attaquer par le gouvernement pour avoir osé contrevenir aux règles de l'État, qui consistent concrètement à dire les immigrés dehors on les aide pas et qui crèvent la gueule ouverte, on s'en fout. Et donc à partir du moment où vous revenez aider quelqu'un, effectivement c'est exactement ce qui est dit dans le texte, c'est un affront au système. Et comme c'est un affront au système, et vous reprenez dans les dents tout de suite. L'agriculteur dans le sud qui avait fait beaucoup parler il y a genre 5 ans, peut-être, mais je crois qu'il continue à en prendre plein les dents, je crois qu'il continue encore à être emmerdé, mais après là je prends un cas en particulier, mais en vrai il y en a plein des cas comme ça. Par exemple, si vous prenez sur la crise écologique actuelle, vous avez énormément de choses qui se mettent en place, au niveau de fermes, notamment écologiques, avec du coup un gros, un gros décalage par rapport aux modèles qui sont mis en avant par notre société, qui se passent de pesticides et compagnie. Et même là-dessus, vous êtes vachement suivi et poursuivi par la police. Vous avez notamment la cellule Déméter, la cellule de gendarmerie, qui met sous surveillance des fermes juste par principe, parce que ce sont des fermes qui sont en fait des fermes qui sont en dehors du modèle classique d'agriculture, parce qu'ils se veulent justement plus proches de la nature et d'une symbiose et du respect de la nature. Et tout de suite, vous avez un retour qui est très violent par les systèmes qui sont en place, parce que, comme encore une fois c'est dit là, en fait, le simple fait de vouloir aider, de vouloir être dans un comportement altruiste, et donc là j'associe le fait d'avoir un comportement plus écologique avec l'altruisme, dans le sens où si on s'occupe pas un peu plus raisonnablement de notre écologie, on va tous crever comme des cacas, voilà,
pour faire simple. Du coup, il y a un côté altruiste, on aide et on s'aide et on aide les autres en ayant un comportement un peu plus écologique. C'est pour ça que je fais le lien. Bah, c'est qu'on on prend tout de suite une résistance en fait. On prend tout de suite un taquet de retour par le système en place, parce qu'ils considèrent que c'est un affront, alors qu'en fait, socialement parlant, c'est pas vraiment une attaque ou quoi que ce soit. On peut pas vraiment considérer, je trouve, que le fait de faire des plantes bio en se passant de pesticides et compagnie, c'est violent. On peut pas vraiment dire que c'est une action qui est socialement considérée comme violente normalement. Il y a quand même un gros décalage. Et pourtant, on est traité comme si on faisait preuve de violence. Et c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable pour le coup. Je continue le texte. Je m'absente une petite demi-heure, à tout à l'heure peut-être. Et bah peut-être à tout à l'heure, des bisous. Merci beaucoup d'avoir été là en tout cas. J'espère que tu apprécies la lecture que je fais de ton œuvre. En tout cas, nous on apprécie beaucoup, c'est vraiment cool. Merci d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent. Puis bah bonne pause, bonne pause. Il est quoi d'ailleurs? Il est quoi? 15h30 15h30, on a lancé la VOD il y a à peu près 1 heure. Je pense qu'on va en faire encore au moins une. Ou peut-être qu'on passera sur une vidéo, on va voir. On continue encore un peu le texte en tout cas pour l'instant. Cet exemple peut paraître assez improbable. Alors voici un exemple concret où un acte altruiste est puni par les autorités en temps de paix et en démocratie. Article L 622.1. Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. Alors pour le coup, je pense qu'on peut m'appeler Madame Irma. Est-ce que je l'ai pas vu à l'avance? Est-ce que c'est pas beau ça? Cette loi a été assouplie récemment, mais rien n'est vraiment très acquis. Des aidants passent encore devant un tribunal et doivent se battre pour ne pas être condamnés d'avoir aidé. Des ONG se font harceler parce qu'ils aident autrui. L'ONU a dû rappeler la France à l'ordre à ce sujet, lui demandant aussi de faire respecter les droits de l'homme pour tous. On a là des dérives dangereuses, que d'être poursuivi pour avoir aidé. Et cela se produit parce que l'altruisme, implicitement, est une forme de protestation contre certains systèmes, notamment tous ceux qui oppressent les aidés. Alors, les systèmes s'en défendent, montrent leur immoralité encore plus vivement. Mais c'est... En vrai, je vous l'ai vu arriver. Hein. Si c'est pas beau, ça... Si c'est pas beau, je suis devin. Voilà, je suis devin. Je l'ai vu arriver à l'avance. Pour le coup, c'est beau, c'est beau. Même avec un comportement de petite aide, on est très rapidement donc face à une problématique systémique qui nous oppose à de plus ou moins grandes structures privées, publiques. L'aide peut être une protestation indirecte contre la structure qui fait souffrir l'aidé. À aider pour de bon implique une protestation qui va au-delà de la réparation des dégâts causés par cette structure, en appelant à une reconstruction plus humaine de cette structure, à une reconstruction extensive. Cela demande de construire de nouvelles structures, comme Quest2Learn par exemple, de construire des structures s'opposant à d'autres par leur modèle. L'exemple de Buurtzorg, une entreprise de soins à domicile qui s'est totalement construite en opposition à la déshumanisation du soin, qu'on verra en toute fin de cet ouvrage. Alors ça en plus ça va faire écho avec des événements récurrents et récents. Là notamment il y a eu un gros dossier qui a éclaté sur un EHPAD, j'ai oublié le nom de l'EHPAD, où justement on voit à quel point en fait le système de soins, en l'occurrence là avec les personnes âgées, est complètement horrible et déshumanise et extrêmement violent, vraiment extrêmement violent envers les personnes qui normalement devraient être aidées, devraient recevoir des soins, et au final c'est une horreur, finalement c'est une horreur. On en était là. Ou de changer de structure déjà existante de l'intérieur, comme Favi qui a mis plusieurs dizaines d'années à déconstruire le modèle hiérarchique et contrôlant en supprimant toutes les mesures, tous les instruments et postes de surveillance. Cependant, ce n'est pas parce que ces transformations concernent les environnements sociaux que les actes individuels seraient inutiles. Au contraire, on voit dans les témoignages recueillis par les all-inners que l'échelon individuel menait certains sauveteurs à se mettre à participer à de grandes opérations et organisations collectives de sauvetage ou de résistance. La responsabilité altruiste peut être un élan individuel, mais qui ne naît réellement que dans la connexion à d'autres, à des environnements et à des oppositions concrètes. Le rapport avec la SDT. Les témoignages sont tout autant des descriptifs de sauvetage, de mode d'emploi psychologique de la désobéissance altruiste, que d'explications sur l'internalisation progressive, mais parfois directe, des motivations intégrées altruistes. Mais aussi... T'es en train de faire tes griffes sur mon manteau là? Ouais, toi là. Ouais. Tu sais, je te vois et je t'entends, hein. T'es pas discret. Tu viens?
Allez, Stockholm. Saute. Allez. Il a envie de sauter, mais il a peur de sauter. Ah, voilà, ça c'est mon bébé, ça. Ça c'est mon bébé, tu viens faire un câlin. Ah oui. En fait, tu veux tes croquettes, c'est ça? Il veut ses croquettes. Je suis déçu. J'ai cru qu'il venait pour moi. Non, si. C'est pour moi. C'est vraiment pour moi que tu viens. Moi aussi pour faire des câlins. Moi aussi pour faire des câlins. Ça va, ça va, ça va. Il est gentil. C'est un gentil chat. Je disais donc. Pop, pop, pop. Je sais plus où j'en étais, je vais recommencer parce que je sais plus où j'en étais. Les témoignages sont tout autant des descriptifs de sauvetage, de modes d'emploi psychologique de la désobéissance altruiste, que d'explications sur l'internalisation progressive mais parfois directe des motivations intégrées altruistes, mais aussi d'une forte orientation autonome, parfois de la motivation intrinsèque, par exemple tous les éléments liés à la résolution de problèmes logistiques, à l'astuce déployée pour mener à bien une opération, les personnes sont intrinsèquement motivées à développer leurs compétences, d'aspiration intrinsèque. Ils n'attendent rien en retour, ni rétribution, ni récompense. Ils le font parce que c'est ce qu'ils estiment juste de faire cela. Voire parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le choix que de faire preuve d'altruisme au vu de leurs forts principes. J'estime qu'il s'agit, pour quasiment tous les témoignages de motivation autonome intégrée, parce qu'excepté peut-être le premier oui accordé à une personne qui demande de l'aide, qui pouvait être fait selon des motifs d'identification au groupe, de normes, tout ce qui suit est réalisé de façon totalement autonome. Personne n'a dirigé leur conduite, ils se sont ajustés au mieux, selon les circonstances, et pour poursuivre, voire augmenter leur activité. Mais personne ne le leur ordonnait. On ne voit pas une seule trace d'introjection, qui aurait pu être visible par des phénomènes de honte, de culpabilité, d'image de soi à conserver. Cette absence d'introjection, de compartimentation, est même extrêmement flagrante dans le fait que les sauveteurs ne reprochent pas du tout à autrui de ne pas avoir fait comme eux. Et il n'y a aucune comparaison sociale, au contraire de la compassion pour tous. Autrement dit, la classification normocentrique, axiologique, empathique des All-Inners est extrêmement intéressante pour voir ce qui déclenche en premier lieu l'activité d'aide, mais aussi ce qui peut faire que la personne se mette à développer drastiquement, dans une proportion qualifiable d'héroïque. Cependant, si l'on cherche à voir l'autodétermination de ces profils, un profil axiologique n'est pas vraiment plus autodéterminé qu'un profil empathique. Certes, l'axiologique va développer son activité de façon très exponentielle, contrairement aux autres, mais même avec des points de départ empathiques, on voit que les personnes ont l'autodétermination d'en faire plus. Il y a émergence dans leur comportement d'aide. Le sentiment d'obligation, que rapportent les sauveteurs, est également très intéressant du point de vue de l'autodétermination et de la réflexion au sujet de l'aversion à la souffrance. On pourrait, superficiellement, analyser ce point comme un manque d'autonomie, puisqu'ils disent ne pas avoir le choix, qu'ils devaient agir, ne pouvaient pas faire autre chose. Mais ce sentiment d'obligation est totalement personnel. C'est parce qu'ils ne veulent pas supprimer leur empathie, leur aversion à la souffrance, parce qu'ils ont un altruisme extensif. L'autre est considéré comme humain. Des principes, des valeurs, des sentiments, une sensibilité ouverte, qu'ils se sentent obligés. Ils se sentent obligés par rapport à leur propre autodétermination et ce qui la compose entièrement. L'autodétermination oblige en autonomie à l'action courageuse face à une situation difficile. Et ce n'est pas l'empathie qui est inhibée dans ces obligations, mais toutes leurs peurs, toutes les angoisses, les anticipations négatives, les conformismes. L'autodétermination, face à une situation qui demande un fort courage, semble inhiber aussi des fonctionnements habituels qui restreignent les possibilités. Je pense à la femme très timide qui s'est vue avec étonnement alpaguer le préfet, faire preuve d'une assertivité et d'un culot à des lieux de ce qu'on imagine d'une personne timide. Voilà encore une chose qui ajoute à ce sentiment très particulier d'obligation. Les principes s'incarnent, s'adaptent, des possibilités inattendues émergent de la personne pour solutionner coûte que coûte la situation, au mépris du conformisme, des introjections attendues, même de ce que la personne croyait impossible au vu de ce qu'elle connaissait d'elle-même. Le courage est là, vivant, obligeant à incarner concrètement son autodétermination avec une énergie inattendue. Autrement dit, cette obligation n'a rien d'un manque d'autonomie dans ces témoignages, il en est l'expression la plus surprenante. Il n'y a pas d'autre choix que le courage total, vivre totalement ses principes, ses valeurs, ses sentiments, et la personne libère une énergie psychique, une motivation qui va au-delà de toutes les peurs et craintes, et agit de façon juste au regard de ce qu'il y a de plus profond en elle-même et de ce que la situation requiert pour être plus juste. Cependant, ce constat peut nous amener à réfléchir aux items des questionnaires mesurant l'autonomie, qu'on a pu voir en base BF. Parfois, les personnes disent ne pas avoir le choix, pourraient être comme ces sauveteurs, se sentir obligés à cause de leur autodétermination. Évidemment, c'est très différent dans notre contexte.
On pourrait se dire aussi qu'un tel altruisme n'est découvert et existe vraiment que parce qu'il y a un contexte épouvantable. Et effectivement, ces contextes n'ont rien à voir avec ceux d'un pays en paix. Il y a ici des ennemis désignés qui ont conquis son chez-soi, qui installent une politique causant visiblement de la souffrance. La prise de conscience qu'il y a un problème est donc beaucoup plus facile et claire dans un tel contexte. Donc l'altruisme peut survenir plus rapidement que dans une situation très manipulatoire, ambiguë, ne créant pas de signaux de souffrance clairs tels que nous avons vu dans les exemples pseudo-libres. Avant l'altruisme et l'engagement à résister, il y a d'abord une prise de conscience. Jacques Semelin explique parfaitement bien que cette résistance arrive quand la population voit concrètement la souffrance et que l'ennemi qui cause cette souffrance est bien localisé. Par exemple en France, il a fallu un temps supplémentaire parce que Vichy collaborait. Donc il a fallu aussi se détacher psychologiquement de ce gouvernement, pouvoir croire qu'il était du mauvais côté. Il y a un travail de prise de conscience au préalable. C'est pourquoi oui, la tâche est beaucoup plus difficile. Il est plus difficile de résister dans notre monde actuel, car tout est très complexe, très abstrait, très ambigu. L'accès à la réalité est rendu très difficile par les manœuvres pseudo-libres qui la recouvrent de mythes et de légendes abstraites, qui la réinterprètent d'une façon tronquée. L'exemple de Snowden le montre bien. Avant l'acte altruiste, notre époque requiert un choix, un démêlage des fils, une enquête, une déconstruction, une forte réflexion, une forte une forte inspection également de notre ressenti à ce sujet. Ce n'est qu'ensuite que l'acte altruiste nous apparaît comme une nécessité. Et c'est assez vrai, pour le coup c'est assez vrai. Ah, j'ai plus à boire, je n'ai plus à boire, quel enfer. En quoi c'est autodéterminateur? Besoin à déficit. Il y a des témoignages à la fois déchirants et magnifiques, où les sauveteurs racontent des repas avec les rescapés, où il n'y avait qu'un vieux sachet de thé à se partager, et où ce constat les a fait éclater de rire. Là où il y a du soin humain, de la relation sociale, même les situations épouvantablement à déficit peuvent être contrées. On peut y résister par un profond lien social. Il ne s'agit pas de cautionner ou de légitimer la capacité à supporter l'insupportable, mais plutôt de montrer à quel point la relation sociale positive nous est vitale, nous aide, donc à quel point il est important de la cultiver. L'altruisme internalisé ne résout pas à lui seul les besoins physiologiques et la sécurité physique dans un contexte aussi dangereux et autoritaire. Mais il peut aider à combler le besoin de sécurité psychologique, d'estime de soi, de ceux qui le mettent en œuvre et de ceux qui en bénéficient. Autonomie. Étonnamment, lorsqu'on regarde les témoignages des sauveteurs versus ceux des spectateurs, l'autonomie telle que classiquement envisagée se retrouve plus chez les spectateurs, comme on l'a vu avec, par exemple, la femme spectatrice qui a continué ses études, selon un déroulement habituel, comme pourrait presque le vivre un étudiant de nos jours. A l'inverse, les sauveteurs se sont sentis obligés, sans d'autre choix que d'aider. Leurs actes apparaissent comme beaucoup plus émergents que chez les spectateurs, malgré qu'ils aient fait le choix comme persister à œuvrer comme d'habitude, couper les ponts avec les juifs. En effet, le contexte distal peut renverser totalement la notion d'autonomie. S'offrir les mêmes choix que d'habitude dans un contexte de meurtre de masse demande à couper l'empathie, à couper une part de soi qui n'est pas être autonome. Mais on pourrait arguer qu'être impulsé par l'urgence d'aider est également déterminé par le contexte extérieur, donc pas non plus autonome. Quoi qu'il en soit, l'émergence apparaît de façon énorme du côté des sauveteurs et ou des résistants, ainsi que dans leurs initiatives les plus étonnantes, ce qui me semble bien un signe suffisant pour montrer qu'il y avait plus d'autonomie ressentie dans ce contexte chez ceux qui désobéissaient aux règles provenant de Vichy ou des nazis en Europe que ceux qui s'y accommodaient. Et ça, c'est vrai que c'est une critique qui est importante à mettre en avant, effectivement, comme on n'a pas le... Comme on critique le fait qu'en face, on ne fait qu'obéir, et on coupe en fait une part de notre ressenti, et que du coup, on ne peut pas être autodéterminé, puisque de fait, on a notamment mis de côté une partie de nos motivations, de nos valeurs internes, et ainsi de suite. Forcément, le comportement qu'on a, en fait, n'est pas vraiment déterminé par nous-mêmes, il est déterminé plus par le contexte. Mais il est vrai que ce qui ressort des paroles des gens qui ont été sauveteurs et qui ont été résistants, c'est qu'ils disent assez régulièrement il n'y avait pas le choix en fait. Je n'avais pas le choix, il fallait que j'agisse. Sauf que la différence, c'est que qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix? C'est parce qu'ils ont totalement intégré les valeurs qui sont les leurs. C'est parce qu'ils ont totalement conscience des valeurs qui sont les leurs
qu'ils ne peuvent pas le mettre de côté. C'est vrai que c'est une critique qu'il faut entendre, que de fait, ils disent qu'ils n'ont pas de choix au final, et qu'ils ont parfois peut-être le sentiment de ne pas avoir eu de choix. Mais en vrai, si tu creuses un petit peu, il faut bien se rendre compte que s'ils ont ce sentiment de ne pas avoir de choix, c'est parce que justement ils se connaissent suffisamment pour savoir qu'ils ne pourraient pas accepter de vivre en n'ayant pas agi, en n'ayant pas aidé. Ils ne pourraient pas se sentir eux-mêmes s'ils n'agissaient pas. Donc de fait, il y a quand même un côté où au final la critique met en avant, la critique de ce point-là, hein, qu'ils n'ont pas le choix, met en avant qu'en fait, bah justement si justement ils ont choisi, même si leurs paroles et leur ressenti c'est j'avais pas le choix, j'étais obligé d'agir, au final ce que ça met en avant, c'est à quel point ils ont conscience de leur choix. Ils ont conscience des tenants et aboutissants de leur choix, finalement. Enfin, en tout cas, moi je trouve, hein, c'est mon ressenti personnel pour le coup, mais pour moi c'est un peu obvious quoi. Compétences. Elle se développe dans l'astuce dont on peut faire preuve pour aider falsification, cachette, transport. Ils parlent très concrètement de la façon dont ils exercent leur capacité à résoudre des problèmes, comment ils s'ajustent, dépassent des blocages initiaux. Les défis sont écrasants, mais tant pis, ils œuvrent au maximum quand même. Proximité sociale. Elle est visée et incarnée dans cet altruisme internalisé. Les atteintes à la proximité sociale, telles que la menace, voire l'affrontement avec les nazis, les voisins prompts à dénoncer les sauveteurs, ou encore tous les gens à qui ils ont du mal à placer leur confiance, ne naissent pas à cause de leur altruisme, mais bien à cause de l'autoritarisme et de la violence des politiques qu'endossent ici les voisins et que diffusaient les nazis. Motivation intrinsèque. Difficile de voir s'ils étaient motivés intrinsèquement à aider. En tout cas, pour certains, ils sont engagés dans l'activité et ne cessent de la faire de plus en plus par leur propre volonté. Oui. Motivation extrinsèque. Parfois, elle est directement en régulation intégrée, les profils axiologiques. Mais parfois, elle se développe progressivement d'une motivation qui était extrinsèque, liée aux commandes du groupe d'appartenance, à une forme de régulation intégrée. Il n'y a pas de compartimentation, ni de régulation, ni d'introjection externe, ni d'amotivation. C'est le contraire chez les spectateurs, qui semblent parfois en amotivation, ne sachant pas quoi faire pour aider ou plaçant leur motivation à maintenir leur situation comme d'habitude. Alors là, ça fait plein de termes, hein, ça peut un peu perdre pour le coup. L'idée qu'il y a derrière, c'est bien que même si à la base la motivation vient de l'extérieur, en fait ce qu'on constate chez les sauveurs, chez les personnes qui vont aider, c'est que même si leur motivation initiale était de l'extérieur, au final, s'ils sont devenus des sauveurs, c'est parce qu'ils ont intégré ça. Et qu'ils n'ont pas intégré, comme dans le cas de l'autoritarisme par contre, en faisant la compartimentation. Ils ont pleinement conscience de pourquoi est-ce qu'ils aident les gens. Ils ont peut-être à la base été motivés par leur groupe social, par leur groupe religieux, peu importe, à faire ce qu'ils font. Mais le fait est que s'ils continuent, et s'ils continuent avec autant d'acharnement, c'est bien parce que justement, ils sont passés à autre chose en fait. Au début, c'était un respect, on va dire, de l'ordre. L'ordre religieux a dit que, par exemple, il fallait aider les autres. Donc, on aide les autres parce que voilà, la religion a dit. Mais derrière, en fait, une fois qu'ils ont commencé à aider, ils se rendent compte à quel point c'est important d'aider les gens, qu'en fait, ça correspond à leurs valeurs propres. Et là, on est plus sur quelque chose qui est coupé. Ils ne vont pas cacher, ils ne vont pas mettre de côté une partie de leur identité qui serait du coup, dans ce cas-là, en train de dire ah non, mon Dieu, les aide pas, c'est des sales cons, laisse-les crever. Non, au contraire, s'ils continuent à agir, c'est parce que justement, ils sont en accord avec ça et que du coup, ils l'ont intégré. Pour le coup, ils viennent l'intégrer. Par contre, ce qu'on constate chez les spectateurs, c'est que justement, eux non. Eux, peut-être ont un comportement qui est compartimenté parce qu'ils se disent que non, même s'il y a une injonction de la part du groupe religieux, du groupe social ou quoi, ils peuvent pas intervenir. Ils peuvent pas intervenir, c'est pas possible. Et ils trouvent des raisons de ne pas agir. Ils trouveront des possibilités en fait dans leur réflexion, dans leur vision des choses pour ne pas avoir à agir. Et c'est pour ça qu'ils restent spectateurs. Soumission à l'autorité. Dans un contexte autoritaire, l'altruisme internalisé est une désobéissance à l'autorité. Cependant, en contexte de paix, dans les environnements bienveillants, il n'est pas une insoumission, puisque la politique altruiste de l'environnement coïnciderait avec celle de l'altruisme. Autrement dit, il y a aussi un signe qui devrait alerter sur la politique dangereuse de l'environnement lorsque l'aide à une personne est punie, dévalorisée, menacée. Dès lors, c'est que quelque chose ne va pas du tout. Et ça c'est vrai, hein. Ça c'est bien vrai, hein. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça dit ? C'est que, en vrai, on n'est pas soumis à l'autorité. C'est-à-dire que dans le cas où tu es dans une structure, un état qui est altruiste, tu n'es pas altruiste pour obéir aux règles altruistes. Tu es altruiste parce que c'est comme ça que
tu es, que tu vas avoir une action altruiste, et ça va correspondre du coup à la volonté du pays, de la nation, du groupe, donc ça n'aura pas de conséquences, tout va bien quoi. Donc t'es pas soumis à l'autorité, tu n'obéis pas parce qu'on t'a dit il faut être altruiste, tu es altruiste parce que tu l'es. A contrario, dans le cas où tu as une autorité, et que du coup tu as une autorité, notamment un pseudo-libre, hein, qu'on te dit mais non, c'est libre, mais qu'en fait ça l'est pas du tout, donc notamment les entreprises, ce genre de choses, hein. En fait, tu vois qu'il y a un problème, puisque quand tu as un comportement altruiste, justement on va te mettre au banc. On va justement te faire remarquer que ton comportement n'est pas le comportement attendu, n'est pas le comportement normal. Que tu l'es, du coup, montre à quel point il n'est pas normal, il n'est pas accepté, il n'est pas socialement prévu dans ce cadre-là. Et c'est là où on voit que du coup il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que dans le cadre altruiste, où l'État est altruiste, que tu fasses ou pas preuve d'altruisme, on te dira rien. On s'en fout, en fait. Il y a des gens qui sont altruistes, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Une personne qui est altruiste sur tel truc ne le sera peut-être pas sur autre chose. Telle autre personne qui n'était pas altruiste là-dessus sera peut-être altruiste sur tel autre élément. Au final, peu importe. On n'aura pas de structure qui vient te mettre un taquet. Bonjour Kumix. D'accord, très bien. Pourquoi pas. Je continue le texte. Conformisme, pression horizontale. Ici, dans les témoignages, on voit cette notion tout aussi bien dans ses conséquences vertueuses. L'altruiste peut initier le sauvetage en se conformant tout d'abord à son groupe. Comme malheureuse, le spectateur se conforme à son groupe d'appartenance, à ce qu'il voit autour de lui, c'est-à-dire une absence d'aide. L'aide, qui débute par empathie, pourrait s'assimiler à une pression horizontale, car les personnes se sentent obligées d'aider tant la souffrance est insupportable. Cependant, l'individu ne fait pas exprès de souffrir, comme pour exercer un chantage. Le fait que les sauveteurs maintiennent leur empathie est à mon sens signe d'une forte autonomie, puisqu'on voit dans les expériences de Milgram que les individus peuvent se la couper pour mieux se soumettre à l'autorité. Idem pour ce conformisme de groupe, les altruistes suivant des principes religieux ou des principes de leur groupe de résistance. Certes, cela provient de l'extérieur, mais les actes se font seuls. Il n'y a personne avec eux, aucun père qui exercerait une pression à l'altruisme. En cela, il y a un dépassement du conformisme, des pressions horizontales vers quelque chose de plus autodéterminé. Et enfin, réactance, elle n'est pas vraiment perceptible dans les témoignages. La réactance, hein, c'est quand justement... alors oui, effectivement, c'est le premier point, c'est que je suis pas un mec. En fait, si c'est MX Mortax, parce que c'est Mixter Mortax, je suis non-binaire. Après, j'avoue que le fait de venir mettre aussi un peu en mode pub, je suis pas forcément fan. Surtout que c'est pas forcément du tout le moment adapté, mais pourquoi pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la réactance, c'est le mécanisme psychologique qui se met en place quand en fait vous allez avoir une obligation. C'est-à-dire qu'en fait on va vous dire par exemple, ou un interdit. On vient vous dire, toi, t'as pas le droit d'aller voir ce film au cinéma. Voilà. Typiquement, c'est un truc très con. On vient te dire, ne va pas voir ce film au cinéma. Et l'effet de réactance, en fait, ça va être de dire, bah, j'ai envie d'aller voir ce film au cinéma. Je vais aller voir ce film au cinéma. Là, pour le coup, dans les témoignages, forcément, on n'en a pas trop qui apparaît, puisqu'il y a quand même pas mal de témoignages de personnes qui ont fait des actes altruistes parce qu'ils ont estimé qu'ils devaient le faire. Donc ce n'est pas une injonction. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu à côté qui leur a dit « Bonjour, tu vas aider les juifs ». Non. On leur a dit « Est-ce que tu veux bien aider les juifs ?» Et tu avais le choix pour dire oui ou non. Donc déjà, puisque tu n'as pas cette notion d'obligation ou d'interdiction, forcément, le mécanisme de réactance, il est très peu perceptible. Enfin, il y a peu de chances qu'il soit enclenché, en fait. Donc c'est assez logique, au final, qu'elle n'est pas vraiment perceptible dans les témoignages. C'est parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une configuration très spéciale, d'injonction à venir aider, ou alors un interdit qui soit posé à ne pas aider, pour que la réactance se mette en place. Ce qui, dans ce genre de cas-là, est assez peu pertinent, puisque de toute façon, vous êtes en situation de danger, parce que si vous venez faire par exemple une injonction à quelqu'un pour qu'il fasse de l'aide dans un régime nazi, il y a des chances que par exemple cette personne à qui vous faites l'injonction, si elle n'est pas vraiment d'accord, elle aille prévenir les nazis, et donc du coup derrière vous faites arrêter et vous faites fusiller. Donc vous n'allez pas trop faire d'injonction, vous n'allez pas vraiment aller vers des gens dont vous n'êtes pas sûr en fait. Et si la personne vous êtes sûr qu'elle va aider, vous n'avez pas besoin de faire d'injonction de fait, puisque vous savez qu'elle va aider, vous savez qu'elle va être justement très, très probablement une personne qui va filer un coup de main. Donc le fait de faire une injonction n'a pas de sens. Voilà. Ça fait un bon moment qu'on est en VOD déjà, ça fait au moins 1 heure. On va s'arrêter là, petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, que c'était agréable comme lecture. Nous on va s'arrêter là. N'hésite pas à rejoindre évidemment les réseaux sociaux, par exemple Twitter, MX Mortac toujours. Je poste plein de photos de chats, c'est bien, c'est mignon. N'hésite pas également à venir sur Twitch, on y est bien, on papote en temps réel. En plus maintenant tu vois le chat.
Et oui, maintenant sur les VOD, il y aura toujours le chat qui apparaît pour les lectures. Et ça c'est beau. Ça, c'est beau. Et enfin, n'hésite pas à rejoindre Guilded. Guilded, c'est quand même vachement bien. Ça permet de papoter. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de discuter sur un remaniement un petit peu de la forme du Guilded pour essayer de trouver quelque chose qui est un peu plus clair parce que les gens sont un peu perdus parfois, malheureusement, dans le Guilded. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont d'ailleurs déjà sur le Guilded, à aller voir dans la partie suggestions et à donner votre avis. C'est toujours appréciable. C'est toujours appréciable. Je vais vous mettre quand même les liens. Hop, Guilded, voilà. Et Twitter. Twitter, comment ça s'écrit déjà? Attends. Comme ça, hein? Oui, je suis pas mauvais, ça va. Yeah! Et puis bah sur ce, petite fougère de YouTube, des gros bisous, à très bientôt. Ciao ciao ciao!